190 coureurs désormais sur la route du Tour de France. On parlait avec humour, ils en parlaient de la lanterne rouge. C'était une question qui leur était posée. Eh bien, je vous le dis, Tom Wellers, le coureur de l'équipe néerlandaise de l'équipe Argo Shimano, était ce matin au départ la lanterne rouge, c'est-à-dire le dernier du classement général à 46 minutes 13 justement du maillot jaune qu'on vient d'entendre, Simon Gerrans. Alors, on a laissé Nicolas G revenir à hauteur de l'arrière du peloton après l'épisode un peu tristounet de Nasser Bouhanni, l'abandon de l'ancien champion de France sur la route du Tour de France, le sprinter de l'équipe de la FDJ. Et maintenant, on va commencer. Alors, ça a un petit peu décéléré, hein. En tout cas, on est un peu moins vite, quoique, quand même en ordre, non pas de bataille, mais d'organisation du côté des différentes équipes. On est vraiment en protection de tous les leaders. Tout peut arriver sur cette étape. Méfiance avec le vent, 70 km de l'arrivée. Peloton assez étiré, en dehors des deux abandons annoncés aujourd'hui, Nasser Bouhanni et Frédéric Kessiakoff. Que se passe-t-il à l'arrière du peloton ? Eh bien Thierry, ça a été un moment où on a un petit peu temporisé après ce petit coup de panique et ce coup où tout le monde a été un peu nerveux et effrayé par une éventuelle bordure. Donc comme vous le disiez, ça va un peu moins vite même si on est à 60 km/h quand même, 55-60 km/h, donc ça avance. Encore une fois, tout le monde est concentré, mais c'est un moment où les équipiers viennent au niveau des voitures pour ravitailler, parce que si on a parlé beaucoup du vent, et le vent aura évidemment beaucoup d'importance, d'ailleurs le vent s'est un petit peu calmé là où nous sommes, mais il fait également très chaud puisqu'il fait 36 degrés au compteur de la moto, messieurs. Alors qu'au moment où je vous parle, je vois un coureur, je crois, de la Katusha qui est au niveau de la voiture médicale. Alors est-ce qu'il s'agit de Purito, de Joaquim Rodriguez qui est tombé tout à l'heure? Tout à l'heure, Gilbert Versier me disait, le médecin du Tour me disait que Purito, et c'est bien lui, Joaquim Rodriguez apparemment, visiblement, n'était pas blessé, n'avait pas de blessure importante, mais on voit quand même Gilbert Versier qui est en train de soigner, d'appliquer de mettre un pansement au niveau du coude gauche de Joaquim Rodriguez, l'un des favoris, l'un des outsiders de ce Tour de France. Et donc Purito là qui est en train de se faire poser ce pansement au niveau du coude gauche, quelques écorchures, apparemment rien de grave pour l'Espagnol, des blessures superficielles. Mais vous voyez, donc c'est un moment où le peloton temporise, on va dire le calme avant la tempête, puisque évidemment tout le monde craint et tout le monde s'attend à un coup de bordure d'ici quelques minutes. Donc confirmation, 2 coureurs ont abandonné, 2 coureurs sont tombés. Nairo Quintana et pas des moindres, 2 coureurs qui vont avoir un rôle important à jouer ce week-end puisque la route va s'élever. Nous serons dans les Pyrénées en commençant par Castres, axe 3 domaines. Et donc Nairo Quintana, le Colombien de la Movistar, tombé tout à l'heure dans un virage, et à un moment où nous suivions malheureusement la galère de Nasser Bouhanni, eh bien c'est Joaquim Rodriguez, le coureur espagnol, le leader de l'équipe Katusha, qui est allé à terre. Alors on parlait tout à l'heure aussi d'un autre leader dans une équipe, l'ancien vainqueur du Tour d'Italie, Ryder Hesjedal, le coureur canadien de l'équipe Garmin Sharp. Il souffre d'une... c'est pas une fracture, c'est un trait de fissure sur une côte, et ça n'est pas hier qu'il est tombé, mais c'est bien lors de la première chute, le premier jour vers Bastia, que le coureur canadien s'est fissuré une côte. Mais alors c'est hier qu'il a passé une radio, il souffrait, donc il a passé une radio hier soir. Vous savez qu'il y a un système désormais qui permet aux coureurs de passer sur le site d'arrivée. Il y a un camion spécial qui a été
aménagés par le service médical à la demande des organisateurs du Tour de France. Et donc, les coureurs qui sont victimes d'une chute sur l'étape n'ont plus besoin de rejoindre différents hôpitaux où c'est un petit peu plus compliqué, parfois aussi lointain. Désormais, on peut faire les premières radios pour voir s'il n'y a rien de cassé, pour souvent rassurer certains coureurs. Et donc, Ryder Hesjedal, hier soir, s'est aperçu, en tout cas, on lui a diagnostiqué une fissure d'une côte. Mais ça, pour un coureur, c'est une vraie souffrance, hein. Tous ceux qui ont eu un problème à une côte savent que c'est vraiment compliqué. Vous avez connu ça, vous? Oui, un trait de fissure, c'est toujours un gros handicap pour un coureur, notamment au moment de la ventilation. Vous savez que le diaphragme est en permanence, en perpétuel mouvement lors de la respiration. Et évidemment, on comprend aisément qu'un coureur qui a un problème au niveau des côtes souffre en permanence sur le vélo. Il souffre aussi quand il est en position allongée dans son lit. Donc mauvaise récupération la nuit, accumulation de fatigue. C'est pas forcément l'idéal pour le coureur canadien, ancien vainqueur du Tour d'Italie l'année dernière et qui a abandonné cette année la course italienne pour se concentrer sur le Tour de France. Et de la crispation et de la concentration, il y en a sur le visage de ceux qui protègent pour l'instant leur leader et qui emmènent ce peloton à vive allure, un peu différemment par rapport à l'allure, par rapport à ce que l'on voyait tout à l'heure, notamment au niveau de Beaucaire. Voilà, là on occupe complètement la largeur de la route. Le coup de sifflet du gendarme pour la protection, pour indiquer qu'il y a un ralentisseur au milieu de la route. Et Jean-Paul, le peloton entre en Camargue. Pas encore tout de suite, ça approche, mais parce que je voyais une banderole sur le bord de la route, le 100e en Camargue. On y est, hein, presque. Oui, on n'en est pas très loin. Regardez, vous avez ici les premières manades ici, les troupeaux d'élevage en semi-liberté. Des taureaux exclusivement réservés à la course camarguaise. Cette pratique, d'ailleurs, s'est développée grâce à la survivance d'un droit féodal, le droit d'espièche, qui est une sorte de jouissance à titre gracieux des terres non cultivées par les habitants d'un village pour y faire paître les troupeaux. Alors, nous approchons du Kellar, le Kellar que l'on appelle la capitale de la Petite Camargue. On va en reparler tout à l'heure. Oui, vous le disiez, on a temporisé. Alberto Contador au centre de l'écran, protégé par ses coéquipiers. Vous parliez de Ryder Hesjedal, il est présent aux avant-postes. On a David Millar sur la gauche de l'écran. Déçu David Millar ces derniers jours, il est passé pas loin d'un maillot jaune. Déçu sur la promenade des Anglais, l'Écossais né à Malte. Exactement, c'est vrai, il espérait. En cas de victoire dans le contre-la-montre par équipe de la Garmin Sharp, il pouvait retrouver un maillot jaune qu'il a déjà porté sur le Tour de France. On se rappelle qu'il avait gagné par exemple le prologue au Futuroscope, près de Poitiers. Et quand on gagne le prologue, on est en jaune. Christophe Moreau s'en souvient. C'était du côté de Dunkerque, non? Voilà, exactement. Et vous n'aviez pas été invité par votre équipe d'alors, à votre grand désarroi. 2004, évidemment. Sven Tuft qui reprend la tête de course. Mais pour revenir à David Millar, je pense qu'il a été aussi sincère, puisque au micro de Nicolas G, sitôt l'arrivée franchie, il a quand même avoué que c'était lui qui n'était pas vraiment dans une grande journée. Alors attention, nous sommes ici à Saint-Gilles-du-Gard avec l'abbatiale Saint-Gilles. C'est une abbatiale du XIIe siècle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et vous avez à côté le musée de la Maison romane. Et cette abbatiale Saint-Gilles doit son nom au célèbre abbé Gilles, un saint dont elle garde le tombeau, que voici. Et elle fut l'un des plus importants lieux de pèlerinage de la chrétienté. C'est une façade du XIIe. Et ici, alors, tout a commencé puisque le catharisme était en train de grandir. Et alors, le pape Innocent III s'en était inquiété, avait envoyé de nombreux prêtres pour prêcher le retour au catholicisme. Et c'est alors que sera créé l'ordre des prêcheurs ou dominicains avec un fondateur, Domingo de Guzman, qui va accompagner Pierre de Castelnau, le religieux de Cîteaux, de l'abbaye de Fontfroide, légat extraordinaire du pape. Et ces inquisiteurs ont rencontré une vive résistance et Pierre de Castelnau sera assassiné à Saint-Gilles-du-Gard par un écuyer de Raymond VI.
Il venait d'excommunier ce dernier à cause de son manque de collaboration dans la lutte contre les Albigeois. Et cet assassinat sera la cause du début de la croisade contre les Albigeois. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Le catharisme qui s'était manifesté dès le Xe siècle en Europe centrale. À 62 km de l'arrivée, qui sera jugée tout à l'heure ici à Montpellier. Nous sommes avec les coureurs dans le département du Gard. Tension, crispation, chaleur et vent. Voilà le programme d'une étape qui ne sera vraiment pas une étape de transition. Le final s'annonce passionnant comme tous les jours, mais le Tour de France est passionnant et passionné. Ce sera juste après cette page de publicité. Et en plus, ça rime. La semaine se termine, c'est pas une prime, mais c'est la somme que vous pouvez gagner grâce à notre jeu pendant les étapes du Tour de France. 5 000 € à la fin de cette première semaine, 2 questions par jour. Voici la première. On a attendu que vous soyez nombreux à nous rejoindre pour cette fin d'étape et ces 60 derniers kilomètres. Vous savez que vous pouvez envoyer votre réponse soit en téléphonant au 36 32, soit par SMS en faisant le 7 21 21. La question du jour: de quelle couleur est le maillot du classement par points? On va résumer: de quelle couleur est le maillot du meilleur sprinter? C'est pas aussi vrai que cela. Le raccourci n'est pas excellent, c'est le classement classement par points. Mais bon, ça ressemble un peu à la couleur dominante de l'image, non? Oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Ah, là oui, là c'est plus que moins. Je peux pas donner trop d'indices quand même. Ah, moi, j'ai juste regardé l'image. Il y a un peu de jaune, mais c'est pas ça. Alors c'est toujours les équipiers de Simon Gerrans et c'est Stewart O'Grady, le coureur le plus expérimenté de cette formation, qui se repositionne. Stewart qui veut assurer un tempo relativement soutenu. On voit Jan Stannard, le grand coureur de la formation Sky, qui protège Christopher Froome. Peter Kinnock, Richie Porte. C'est de nouveau tendu, hein. Et vous comprenez pourquoi? Bah oui. Enfin, j'essaye. Ces drapeaux nous le prouvent. Un petit changement de direction avec le vent qui souffle à cette vitesse peut créer des mouvements, donner des envies surtout à des équipes. Et on l'a vu, vous le disiez tout à l'heure, Quintana a été victime d'une chute, Joaquim Rodriguez aussi. Et c'est pas anodin puisque ces coureurs sont des coureurs qui ne sont pas habitués à frotter. Ce ne sont pas des coureurs qui prennent part aux courses printanières, les classiques flandriennes où il faut être habitué à sauter sur les trottoirs, à remonter sur les bas-côtés. Et donc pour ces coureurs, ce sont quand même des journées difficiles où le stress est bien présent. Beaucoup de stress dans les voitures des directeurs sportifs. On sent que ça c'est de nouveau tendu là. Même s'il y a une certaine décontraction, on sent qu'il y a quand même beaucoup de tension à l'avant du peloton. Beaucoup de tension aussi du côté des directeurs sportifs. Confirmation avec Nicolas G. Oui, je vous le confirme. Juste, vous voyez, j'allais vous proposer l'interview de Philippe Mauduit pour voir aussi, pour prendre un peu la température du côté des équipes des cadors, des favoris, puisque Philippe Mauduit est le directeur sportif de l'équipe Saxo Bank, qui est l'équipe d'Alberto Contador, qui on sait évidemment n'aime pas les bordures, et on se souvient de l'épisode de 2009 avec Lance Armstrong. Et Philippe Mauduit qui nous répond d'habitude toujours avec le sourire. Là, nous a répondu très gentiment, bien entendu, mais nous a dit non, c'est pas le moment. On voit en effet les directeurs sportifs très concentrés. Idem du côté de la Sky, où Nicolas Portal n'arrête pas de parler dans les oreillettes et n'arrête pas de parler à ses coureurs. Et d'ailleurs, à côté de lui, il y a David Brailsford, le grand patron de l'équipe Sky. C'est la première fois qu'il est dans la voiture de l'équipe Sky, dans la voiture de Nicolas Portal depuis ce Tour de France. Preuve que c'est une étape évidemment très importante pour toutes les équipes des favoris. Et on voit en effet tous les directeurs sportifs très concentrés, qui n'arrêtent pas de parler à leurs coureurs. Kim Andersen là, qui vient de passer juste à côté de moi pour l'équipe Radio Shack, et les directeurs sportifs qui essayent de reprendre leur place et qui donnent les instructions. Vraiment, on se méfie des prochains kilomètres. La tension et la nervosité est palpable à l'arrière du peloton. Jean-François, c'est chômage technique pendant cette étape. Vous n'avez pas d'échappée, mais vous êtes en moto avant et vous allez avoir un